Salut tout le monde, bienvenue au tout premier épisode de la saison 3 d'Overtime NHL. Je suis Jonathan Filion et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre rendez-vous NHL sur MySports. Il y a eu beaucoup d'actualités dans les derniers mois. On aura la chance d'en parler dans cet épisode d'aujourd'hui, mais également dans les épisodes des prochaines semaines. Avant tout, laissez-moi vous présenter nos nouveautés de la saison. Il n'y a pas que le décor qui a changé, mais il y aura également de nouveaux segments. Interview, Up Suisse, Head-to-Head, Shootout. On aura la chance de parler évidemment de l'actualité des joueurs suisses. Il y aura la section débat avec Head-to-Head. Vos questions dans le segment Shootout. Donc, on ratissera très large pour que vous soyez le plus à jour dans l'actualité de la NHL. Et également, grande nouveauté sur les horaires de diffusion, puisqu'on est préenregistré maintenant pour Overtime NHL et la diffusion se fera le jeudi aux 2 semaines à midi sur nos plateformes numériques Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. Et à 20h, grande nouveauté sur MySports 1, rediffusion à la télévision donc de notre émission. On est très heureux de cette grande nouveauté. On espère que ça saura vous plaire et qu'on atteindra le plus de personnes possible, peu importe le média. Sans plus attendre, on va commencer ce premier épisode par une interview très intéressante qu'on a tournée un peu plus tôt cet été avec Ludovic Weber, l'ancien gardien de but des ZSC Lions qui a signé son premier contrat avec les Panthers de la Floride. Un contrat à 2 volets. Il pourra évoluer soit en NHL, soit en AHL. On l'a rencontré donc pour discuter de tout le processus qui a mené à son contrat, de sa préparation et également de ce qui l'attend en Amérique du Nord. Je vous invite à l'écouter. Pour ce premier épisode d'Overtime NHL cette saison, on est avec Ludovic Weber, le nouveau gardien des Panthers de la Floride. Ludovic, merci beaucoup d'être avec nous. Ludovic, on va t'avoir beaucoup à l'œil au cours de la prochaine saison. C'est une saison très importante pour toi parce que tu as signé ton premier contrat en Amérique du Nord avec les Panthers de la Floride. Un contrat à 2 volets, donc pour la Ligue américaine et pour la Ligue nationale de hockey. Évidemment, on va t'avoir à l'œil parce que c'est rare d'avoir un joueur roman en Amérique du Nord, mais pour toi, qu'est-ce que ça représente, ce contrat-là? Ça représente beaucoup. Déjà, ça représente une chance, une opportunité de prouver un peu mon potentiel ailleurs qu'ici en Suisse. Ça me donne aussi un petit peu un nouvel élan après les dernières saisons que j'ai passées. Et puis, je me réjouis de commencer cette nouvelle aventure. On fait un petit retour en arrière. Comment s'est passé les premières discussions avec les Panthers? À quel moment étaient ces premières discussions? Alors, les premières discussions avec les Panthers, c'était un peu avant Noël, l'année passée. Quelques discussions avec mon agent et tout. Puis là, on a commencé. C'était la première équipe en fait où j'ai eu contact avec, vraiment physiquement. Et puis le premier vrai contact, c'était un Zoom call avec Roberto Luongo, François Haller et puis Léo Luongo. Donc c'était vraiment 45 minutes très enrichissantes où je me suis senti vraiment à l'aise. Au départ, j'étais assez impressionné de voir qui j'avais à l'écran en face de moi, mais au bout de quelques minutes, c'était vraiment, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est tous les 3 des gardiens de but, donc on parlait le même langage. Et puis dès le départ, je me suis senti vraiment très en confort avec eux. Tu vas avoir 27 ans au moment où on enregistre l'épisode. Roberto Luongo, c'est quand même un gardien de but qui a marqué l'histoire de la Ligue nationale de hockey. C'est un des meilleurs gardiens de but de l'histoire. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir un contact avec lui? Ouais, comme je l'ai dit avant, c'était très impressionnant. Je me rappelle, dans ma chambre, j'avais des posters de lui contre les murs. J'en avais même 4-5. Donc c'était impressionnant de me dire j'ai grandi avec lui sur mes murs et puis là de parler avec lui pour aller jouer pour son équipe, c'était très impressionnant. Tu as dit que c'est la première équipe avec qui j'ai eu des contacts physiques, les Panthers de la Floride. Est-ce qu'on peut en conclure qu'il y a eu des contacts avec d'autres équipes de la Ligue nationale de hockey? Alors des contacts avec mon agent, il y a eu plusieurs, mais
ouais, c'était vraiment... j'ai été aiguillé en fait par mes agents qui m'ont dit que pour moi ça aurait été la meilleure option de la Floride. Donc on n'a pas vraiment réfléchi très très longtemps sur la destination puis sur qui on allait commencer à parler avec. Les Panthers se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Ils ont perdu face aux Golden Knights de Vegas. Est-ce que tu avais une façon différente de suivre l'actualité de la NHL au moment où tu savais de toute façon que tu allais t'enrôler avec cette équipe? Ouais, non, c'est clair. Ça fait quand même depuis novembre, je dirais, que je savais que j'allais partir vers la Floride. Donc, disons que l'euphorie de je vais jouer en NHL ou je vais essayer de tenter ma chance, elle était passée. Donc, je regardais ça plus d'un œil extérieur en essayant de m'imaginer comment ça irait si j'étais un peu, si je faisais partie du groupe. Mais écoute, de suivre ça de l'extérieur, c'est vrai que c'était très impressionnant parce que personne les attendait là où ils sont arrivés. Et puis vraiment, de l'extérieur, c'était vraiment un groupe qui vivait bien, je trouve. Que ce soit à Zurich ou à Fribourg, il y avait beaucoup de tes anciens coéquipiers qui ont joué à NHL. Est-ce que, avant de signer avec les Panthers de la Floride, tu as quand même pris le temps de discuter avec eux pour avoir peut-être quelques conseils? Ouais, bah écoute, comme tu as dit, j'ai de la chance, c'est que surtout au moment où j'étais en pleine réflexion, où je me posais un peu ces questions-là, dans mon vestiaire à côté de moi à Zurich, il y avait Yannick Weber qui a passé la majorité de sa carrière avec la NHL. Et puis encore quelques autres joueurs. Donc j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir poser des questions, essayer d'être le plus discret possible en essayant de rien divulguer. Mais ouais, toutes ces informations, elles m'ont beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a un conseil dont tu te souviens plus particulièrement ou une phrase qu'un joueur t'a dit? Ouais, reste toi-même. Donc ça, c'est le plus gros point que je retiens, c'est que voilà, c'est pas pour rien que je suis arrivé où je suis. Donc il y a quand même du travail derrière. Et puis c'est vrai que moi, j'arrive tous les matins à la patinoire avec le sourire, en ayant conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre du hockey. Et puis ouais, c'est malgré le sport business ou bien les choses comme ça, moi, c'est vraiment un bonheur de me lever chaque matin en venant à la patinoire, quoi. Tu as beaucoup progressé au cours des dernières saisons. 27 ans, est-ce que tu pensais que la NHL ou la AHL était encore un rêve ou un but possible pour toi? C'est assez compliqué parce que c'est assez abstrait. Disons que moi, j'ai eu un petit peu une évolution un peu plus tardive que certains. Je voudrais dire ça comme ça. Mais disons que c'était toujours vraiment abstrait. Donc pour moi, je me suis toujours dit, je pense que j'ai les capacités, mais j'en ai jamais parlé à personne. C'était moi intérieurement. Donc un rêve, c'était vraiment toujours un rêve, mais un peu inavouable. Est-ce que ça a changé d'une certaine façon ta préparation en vue de la prochaine saison? Ma préparation, elle a pas vraiment changé. Disons que c'est plus ce qu'il y a à côté, toutes les choses à faire avec les papiers, la paperasse, les visas, faire des trajets. Là, on a rendu notre appart à Zurich. Donc, c'est vrai qu'à côté du sport, il y avait pas mal de règlements à faire. Et puis, autrement, voilà, j'ai pris quelques semaines de vacances à la fin de la saison. J'ai commencé à m'entraîner assez tôt quand même. Jusqu'à début juillet, je me suis entraîné avec Zurich. Donc, depuis le début de la préparation estivale jusqu'à juillet. Puis après, je me suis dirigé vers Fribourg où je finis la préparation. Tu as vécu ton premier camp d'entraînement, un camp de développement avec les Panthers de la Floride également cet été. Comment ça s'est passé? Comment as-tu vécu ce premier camp d'entraînement avec cette première expérience avec cette nouvelle équipe? C'était vraiment une semaine incroyable que j'ai vécue. Déjà, juste prendre l'avion pour partir à Miami, c'était assez cool. C'est la première fois pour moi. Après, une fois que tu arrives à l'hôtel et puis tu rencontres les autres prospects de l'équipe,
bon, là, tu viens ici pour faire du hockey, donc c'est encore mieux. Et puis, la semaine, c'est vraiment bien déroulé. Donc, tous les jours, on était sur la glace, tous les matins. On avait à peu près 2 équipes dans le groupe où on était. Donc, il y avait toujours un groupe qui commençait à s'entraîner sur la glace, l'autre groupe qui était en salle de force, puis après, on changeait chaque jour. Pour moi, qui ai déjà vécu pas mal de saisons professionnelles, c'était pas vraiment nouveau, c'était pas vraiment un nouveau rythme. Mais c'est clair que pour les jeunes joueurs qui jouent en junior ou bien qui ne sont pas encore professionnels, pour eux, c'est un bon échantillon pour la suite de leur carrière. Est-ce que c'était spécial d'être le plus vieux de ce camp de développement tout en vivant son premier camp de développement? C'est quand même paradoxal. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais un peu un rôle de grand frère sans être le grand frère? Bah, disons que c'était marrant. Moi, j'ai eu cette réflexion-là aussi, dans le sens où, en dehors des entraînements comme ça, on avait beaucoup de meetings ou bien des gens qui venaient discuter, voir un petit peu mental coach ou bien financial advisor ou bien des choses comme ça. Et puis, c'est vrai que j'étais toujours vers le devant, à écouter un petit peu comme un élève modèle. Et puis je me disais, il y a des gars derrière moi qui ont 17-18 ans et puis ils ne sont pas autant intéressés que moi. Donc c'était assez marrant. Et puis même, il y a un jour où il y a 3 joueurs de l'équipe de la Floride qui sont venus raconter leur parcours un petit peu qu'ils ont vécu jusqu'à arriver où ils sont. Et puis, j'écoutais Aaron Ekblad, je crois qu'il s'appelle. Et puis, en fait, il a le même âge que moi. Il est de la même année que moi. Puis moi, je l'écoutais comme un petit, quoi. C'était marrant. Est-ce que les Panthers t'ont parlé du plan qu'ils avaient pour toi cette saison? Parce qu'il y a quand même 3 autres gardiens de but qui sont sous contrat, 3 qui ont l'expérience de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu sais à quoi t'attendre de la formation cette année? Ouais, disons que là, maintenant, c'est comme prévu, je vais commencer la saison sûrement à AHL. Donc, moi, je me focus là-dessus. Et le jour, si la chance, elle arrive de faire le step, c'est à mon tour d'être prêt. Donc, je suis aussi préparé à cette éventualité-là. Et puis, voilà, tout peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite, mais ça peut aller aussi assez long. Donc moi, je me focus juste un jour après l'autre, essayer de donner le meilleur de moi-même pour jouer en AHL, déjà faire ma place. Et puis je sais que j'ai les capacités. Est-ce que quand même, personnellement, tu t'es donné un objectif pour cette première saison? Écoute, déjà, objectif à court terme, c'est déjà de m'habituer le mieux possible à la petite surface. Donc après, voilà, c'est déjà bien commencer la saison. Et puis je vais me fixer des objectifs au fur et à mesure que la saison elle avance et puis au fur et à mesure de comment ça se passe. Donc je ne suis pas quelqu'un qui me fixe des objectifs vraiment élevés dès le départ, mais je préfère, dès que je suis sur la glace, je donne de toute façon le meilleur de moi-même. Donc ça ne change pas. Donc je pense que ma philosophie, c'est si tu travailles avec constance et puis tous les jours, donc il y a des bonnes choses qui en ressortent. Donc avec ça, je pense que les objectifs ils viendront au fur et à mesure. Ludovic, il y a des fidèles auditeurs d'Overtime NHL qui ont eu vent que je t'ai rencontré aujourd'hui et je leur ai demandé s'ils avaient des questions à te poser. Donc, j'ai retenu 2 questions de nos auditeurs. La première étant avec la situation à Zurich avec Shimon Rubets. Est-ce que ça t'a donné peut-être une motivation supplémentaire de tenter ta chance en Amérique du Nord ou si ça n'avait aucun lien? Écoute, je comprends pourquoi il y a pas mal de gens qui peuvent penser ça. Après, disons que moi, c'est vraiment pour l'opportunité que je suis parti. Je pense que
À bientôt 27 ans, c'est la seule et unique fois que ça pourrait arriver. Et puis, je pense que peu importe ma situation que j'aurais eue à Zurich, ça n'aurait pas changé mes choix. Et finalement, la deuxième question. Tu disais tout à l'heure que déjà en novembre, tu savais que tu traverserais en Amérique du Nord pour la prochaine saison. Comment tu fais pour garder ton focus, ta concentration sur Zurich et non pas déjà penser trop à l'avenir? Après, c'est clair, il y a toujours un petit moment d'euphorie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu vraiment un moment d'euphorie au moment des discussions avec la Floride, au moment de prendre les décisions et tout ça. Mais après, on est quand même des professionnels. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, moi, j'arrive quand même pour faire mon travail avec Zurich. Ça n'empêche pas... J'ai tout le plaisir du monde à venir m'entraîner avec Zurich tous les jours de la saison. Donc, c'était pas très difficile pour moi de garder le focus parce qu'on avait quand même toujours des objectifs à atteindre avec l'équipe. Ludovic, on va te souhaiter le meilleur des succès dans cette nouvelle aventure. On va évidemment beaucoup parler de toi dans Overtime NHL tout au long de la saison et on espère te revoir avec peut-être une expérience NHL à nous partager au cours de cette saison d'Overtime NHL. Merci avec encore. plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc à Ludovic Weber pour sa grande générosité, cet entretien hyper intéressant avec le gardien de but qui appartient maintenant aux Panthers de la Floride. On lui souhaite évidemment un grand succès cette saison, sa première en Amérique du Nord. Sans plus attendre, pour notre segment Hop Suisse, pour faire le tour de l'actualité de l'été du côté des joueurs suisses, on accueille notre invité de la journée, le journaliste de LNH.com, Nicolas Ducharme. Salut Nicolas, très heureux de te retrouver à nouveau cette saison. Hey, bonjour Jonathan, super heureux moi aussi d'être avec vous cette année. Nick, tu as eu quand même un été occupé parce qu'il y a eu beaucoup à dire, beaucoup à faire dans la LNH. J'espère que tu as quand même pu te reposer cet été avant d'entamer cette nouvelle saison. Repos. J'ai même été en Suisse, allez voir votre beau pays. Donc, un bel été de repos. Est-ce que c'était vraiment reposant ce voyage? C'est ça la question. C'était correct, honnêtement. J'ai bien apprécié. Des belles journées occupées, mais magnifiques. Vos paysages, c'est pas donné. Disons que ça fait différent des grands champs qu'on a ici, des plaines vraiment plats. C'est le terme exact, là, mais non, vraiment, magnifique voyage. J'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié vos vins suisses pour ceux qui ont déjà écouté ton émission là, et que, on avait eu quelques discussions à ce sujet. J'espère qu'on aura la chance de te revoir en Suisse bientôt avec ta charmante copine et éventuellement ton fils également. Honnêtement, je suis un peu tombé en amour. Là. On s'ennuie du mode de vie suisse. C'est un peu plus mollo qu'ici au Québec. Là. Écoute, la Suisse t'ouvrira toujours grand ses portes, Nicolas. Bon, on va revenir à notre sujet. Donc, segment Hop Suisse, on l'a appelé comme ça parce qu'on va parler évidemment de nos représentants suisses en NHL. Il y a eu quand même de l'actualité tout autour de la Ligue nationale de hockey. On vient de le voir avec l'interview que nous a accordé Ludovic Weber. Il disputera sa première saison en Amérique du Nord cette année, mais il est conscient, et d'ailleurs avec les discussions qu'il a eues avec les Panthers de la Floride, qu'il sera du côté de la Ligue américaine de hockey. Au moment où on enregistre l'épisode, il n'a toujours pas été retranché de la formation des Panthers. Ça ne devrait être qu'une question de jours. Mais lorsqu'on regarde l'organigramme, Nicolas, des Panthers de la Floride, est-ce qu'on peut espérer le voir comme troisième gardien? Est-ce qu'on peut penser qu'il est devant Anthony Stolarz dans l'organigramme? Écoutez, c'est serré, là, honnêtement. Je pense que Stolarz est en avant de lui. Bon, il doit se prouver aussi là, en Amérique du Nord, donc ça reste à faire. Pour le reste, est-ce qu'il va avoir une chance de jouer dans la NHL cette année? C'est clair que Sergei Bobrovsky, Spencer Knight sont devant lui. Donc, ça va prendre une blessure, c'est sûr et certain. Knight, qui est de retour après une longue pause, là, avait intégré le programme d'aide de la NHL l'année dernière. Donc, ça va dépendre de ses performances au niveau de la Ligue américaine et ça va dépendre des blessures.
Bon, les Panthers qui l'avaient à l'œil depuis longtemps. Nous, en off, après l'interview, on a longtemps discuté avec Ludovic, qui nous disait quand même que les Panthers le regardaient jouer depuis son arrivée à Zurich, donc depuis 3 ans déjà qu'on l'avait à l'œil, donc depuis qu'il avait 24 ans à peu près, qu'on suivait sa progression. On lui a donné quand même la chance de se faire valoir en match pré-saison. Je pense qu'il a eu un bon camp d'entraînement, son premier en Amérique du Nord, et nous racontait également que c'était assez cocasse pour lui parce qu'il y avait seulement 2 joueurs qui avaient de l'expérience professionnelle au camp des recrues, là, au camp de développement estival des Panthers. Ouais. Il y avait lui et il y avait Spencer Knight, les 2 gardiens. Donc, évidemment, Knight, c'est pour un trouble obsessionnel compulsif qu'il avait intégré le programme d'aide de la NHL. Mais il trouvait ça quand même spécial à 27 ans. Il l'a dit d'ailleurs dans notre interview. Il écoute des conférences de joueurs comme Aaron Ekblad. Il a le même âge que lui. Mais il l'écoute comme si... parce que c'est un grand joueur de la NHL. Donc, c'est vraiment un nouvel environnement pour lui. Et on espère pour lui qu'il réussira à s'adapter rapidement. Il disait que bon, le plus grand défi pour lui, évidemment, c'était les petites patinoires. Parce que les angles de positionnement, Exactement. les angles de tir sont différents. C'est vraiment ça, son plus gros défi pour ce début d'année. Les angles de tir, les angles de rebond aussi. Les rebonds derrière la bande là, ou dans les coins, c'est pas exactement pareil. Tu es peut-être plus aussi impliqué à aller jouer la rondelle lorsqu'elle est peut-être un petit peu plus loin de toi parce que justement, elle va revenir rapidement. Donc, c'est vraiment de s'habituer à tout ça. Donc, c'est pas une mauvaise décision de l'avoir invité au cas de développement de l'équipe, comme pour Spencer Knight, pour vraiment donner des répétitions sur glace pour se familiariser avec ce type de patinoire. Là. Nicolas, on va laisser un peu de côté Ludovic Weber, qu'on aura à l'œil évidemment tout au long de la saison, parce que ce sera notre seul joueur roman du côté de l'Amérique du Nord pour la prochaine saison. On va maintenant se concentrer sur un club de NHL qui est presque le club de cœur pour les Suisses maintenant, avec 4 joueurs suisses dans l'effectif. Là, c'est officiel parce que bon, Timo Meier était un peu c'était pas un joueur de location parce qu'il était joueur autonome avec restriction cet été, mais il a signé un gros contrat de 8,8 millions, un contrat à long terme qui va mener jusqu'en 2030-2031. Timo Meier a eu de très bonnes saisons avec une équipe qui en a arraché à San Jose ces dernières années. Est-ce que tu penses que ce contrat-là, c'est un contrat mérité pour Timo Meier? Est-ce que tu penses que les chiffres vont avec ce qu'il représente maintenant comme ailier en NHL? Oui, exactement. Je pense que c'est le prix que Timo Meier devait d'obtenir. Il a obtenu le bon prix. C'est à 8,8 millions, ça le place quand même dans une catégorie. On n'est pas dans les contrats d'élite, mais on est tout juste en dessous de ça. C'est le prix juste. Et dans le cas de Meier, bien évidemment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que son arrivée avec les Devils, peut-être que ça n'a pas exactement donné les résultats qu'on s'attendait là, du côté des Devils l'année dernière. Il a eu besoin un peu d'une période d'adaptation, mais je disais Lindy Ruff qui a parlé justement à propos de Meier, l'entraîneur-chef des Devils, et qui a dit, bon, ben il doit s'habituer à la façon qu'on joue chez les Devils, nos systèmes de jeu. En séries éliminatoires, bon, ça avait été peut-être un petit peu plus lent là, dans le cas de Meier, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il avait seulement eu 4 points en 11 matchs. Donc, dans le cas de Meier, ben, c'est ça. Le beau de la chose, tu l'as dit, c'est que c'est pas un joueur de location. Donc là, il est là chez les Devils pour longtemps, va pouvoir s'habituer. Puis je pense que c'est vraiment cette année que ça va payer au sein d'une équipe qui, somme toute, si tout tombe en place, va être redoutable. Parce que les Devils, là, ils sont soudainement passés à l'espace de 2 ans de équipe en fin de reconstruction à puissance de la NHL. Là. Oui, puis à 26 ans, il fait vraiment partie du jeune noyau aussi. Il va faire partie de ce noyau qui va grandir ensemble du côté des Devils du New Jersey. Non, c'est un très beau contrat pour lui, évidemment. Il aura le temps, là aussi, de s'adapter à cette nouvelle équipe. Il ne rentre pas dans une machine qui est déjà rodée. Là, il fait partie de la préparation de cette équipe-là. Le rôle qu'il aura aussi pourra être très intéressant. Mais il y a également un autre Suisse du côté des Devils qui a eu un vote de confiance, évidemment en raison de ses prestations, de ses performances en play-off. C'est Akira Schmid. Là, du côté des Devils, on s'est débarrassé de Mackenzie Blackwood. Et on y va vraiment avec Vitek Vanecek et avec Akira Schmid dès le début de la saison. C'est ça le plan du côté des Devils. Exactement. Donc, Akira Schmid devient vraiment le gardien auxiliaire chez les Devils. Par contre, je vais juste apporter un petit bémol.
Il y en a qui le voient vraiment plus gros parce qu'on le sent en séries éliminatoires. C'est lui qui a pris la relève de Vitek Vanecek. C'est lui qui a mené les Devils au deuxième tour. Mais quand même, je m'attends à ce que Schmid soit le deuxième gardien chez les Devils. Tout simplement parce que Vanecek, lui aussi, c'était sa première saison comme gardien numéro 1. Donc, à un moment donné, on joue 82 matchs en saison, on en avait joué beaucoup. Il y a une charge de travail qui devient quand même beaucoup plus importante. Et chez Vanecek, il a peut-être manqué un peu d'énergie en fin de saison. Par contre, là, va revenir, va avoir eu le temps de s'habituer, connaît son rôle. C'est son rôle à perdre de Vanecek. Mais Schmid a montré un très, très bel échantillon l'année dernière en séries éliminatoires. C'était pas un nom qui était sur les réseaux. C'était pas un nom qu'on entendait beaucoup parler sur les radars, devrais-je dire, plutôt. Dans Coach Schmid, puis vraiment, là, il a impressionné. Donc, pleinement mérité. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette année. Là. Il est très populaire là, dans ce qu'on appelle les poules de hockey ici là, cette année là, pour comme surprise là, pour gardien qui pourrait être très payant. Là. Donc, vraiment, là, une belle émergence là, dans Coach Schmid. 23 ans seulement, Nick, tu le sais très bien. On parle des gardiens Ouais, dans leurs années prime, autour de 26 à 28, 25 à 28. Donc, j'ai bien l'impression que ça pourrait être un A, un B. De certaine façon, une espèce de système d'alternance. On a le luxe d'avoir deux jeunes gardiens parce que Vanecek, à 27 ans, est dans ses meilleures années. On a peut-être le luxe d'avoir un système d'alternance. Peut-être 2 tiers, 1 tiers pour Vanecek ou selon qui est en forme. Je dirais un 50-30, 55, 50-35. Ouais. Non, 50-32, là, dans ces coins-là. Là, vraiment, là, une vraie belle alternance sans être vraiment 1 et 2, là, comme on voit de plus en plus. Là. Il y a certaines équipes que c'est méthodiquement, c'est un gardien une journée, l'autre gardien l'autre journée. Là. Donc, peut-être pas à ce point-là. Là. Je pense vraiment que Vanecek va être le numéro 1, mais Schmid n'est pas très loin derrière. Là. Ça va être intéressant. Tout au long de la saison, on aura la chance d'en reparler des Devils du New Jersey parce qu'on a perdu, oui, 2 bons défenseurs du côté des Devils. Mais là, cette année, il va y avoir la vraie entrée en scène d'un Luke Hughes et également, il devrait y avoir celle de Simon Nemec également qui a connu une bonne saison dans la Ligue américaine de hockey. Est-ce qu'on le gardera dès le début de la saison? Est-ce qu'il sera un des premiers appelés à voir? Mais il y a vraiment de la belle relève, il y a vraiment une belle jeunesse chez les Devils du New Jersey. Quand on regarde, quand on pointe du doigt là, des reconstructions, quand on peut vraiment là, mettre le doigt sur une belle reconstruction, celle des Devils, pour moi, est supérieure à celle des Rangers, parce que les Rangers, si on prend la signature, si on enlève la signature d'Artemi Panarin, ça ralentit peut-être le processus, mais la reconstruction des Devils est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. On développe nos jeunes, ce qu'on n'a pas fait chez les Rangers. Oui, exact. Et on a été patient avec certains aussi. Même si, dans le cas peut-être de Jack Hughes, on avait besoin peut-être de ce vent de fraîcheur dans des années hyper creuses. Mais pour le reste, on voit avec les 2 défenseurs, Luke Hughes avec Simon Nemec, on est patient et ça va certainement finir par payer. De votre côté, je veux dire, Nico Hischier aussi, là, on a été patient avec Hischier, il a été blessé, on lui a laissé le temps. Et ça paye, là, je m'attends à toute une saison de sa part. Là. Oui, exactement. Je suis du même avis. Nick, un joueur qui, honnêtement, j'étais convaincu qu'il rentrerait en Suisse parce que ça a été très long avant qu'il signe. Il s'entraînait avec les ZSC Lions, son club avec qui il jouait, son club formateur en Suisse. Finalement, se trouve du boulot. Ce sera pour lui une 3e équipe en 4 saisons. C'est Pius Suter. Il s'est trouvé du boulot du côté des Canucks de Vancouver. Nick, quel rôle on peut s'attendre pour Pius Suter avec cette équipe canadienne? Dans son cas, je dirais probablement centre de 3e à 4e trio, tout dépendant comment Rick Tocchet va mélanger ses effectifs. Mais dans le cas de Suter, ça reste le même débat, la même tâche d'être fiable dans sa zone. Un peu de production offensive, on est heureux, mais dans son cas, c'est vraiment d'être fiable dans sa zone. À son âge, il a 27 ans, donc là, on est dans les derniers moments, je pense, pour un joueur surtout un joueur qui peut connaître une belle carrière en Europe, en Suisse. C'est là où maintenant là, pour se prouver là, pour lui. Donc, la porte est ouverte chez les Canucks, mais va devoir faire preuve de beaucoup de fiabilité là, dans sa zone, là, surtout. Bon, lui, ce qui était important pour Pius Suter, pour son nouveau contrat, c'était aussi la durée. Hein. Et là, il a réussi à signer un contrat de 2 ans avec les Canucks à 1,6 million, qui est un salaire qui, je pense, est à son avantage. Parce que s'il se montre être un joueur responsable, un joueur de rôle, à 1,6 million, si les Canucks décident de jeter la serviette, de
de s'en débarrasser, ben, il est facilement bougeable parce que c'est pas un trop gros contrat à bouger, surtout qu'il a 2 ans de durée. Donc, je pense que pour Pius Suter, c'est tout à son avantage ce contrat. Il pourra peut-être se mettre en valeur avec une équipe qui espère remonter au classement, qui espère avoir de meilleurs résultats. Je vois ça de façon assez positive pour Pius Suter, ce nouveau contrat. Oui, et quand on regarde la panoplie de joueurs qui ont signé des contrats de seulement une année là, cet été, ben, dans son cas, d'obtenir 2 saisons, probablement qu'il a peut-être baissé son prix un petit peu, mais quand même, à 1,6 million, c'est relativement ce que je m'attends pour un joueur qui a fait 24 points, je pense, l'année dernière. Là, donc, d'avoir été chercher 2 ans, mais ça démontre surtout une certaine confiance là, de la part des Canucks. Donc, on veut l'essayer, on veut voir ce qu'il peut faire. À lui de se prouver. Dernier joueur qui nous intéresse aujourd'hui. Évidemment, il y a eu beaucoup d'actualités. On aura la chance de reparler des gros noms. Dans le décor derrière moi, j'ai Josi, j'ai Moser. On aura la chance d'en reparler, évidemment. Mais un cas spécifique dont je voulais parler avec toi, Nick, c'est le cas de Tim Berni. Tim Berni, défenseur qui a évolué avec les Blue Jackets de Columbus la saison dernière. Et je veux qu'on explique aux gens, parce qu'il y en a qui sont peut-être familiers avec cette règle de joueur autonome avec compensation. Il y en a qui sont peut-être pas familiers. Je veux qu'on explique un peu parce que Tim Berni n'a toujours pas signé de contrat avec Columbus. Il est du camp d'entraînement. Mais comment ça fonctionne exactement pour un joueur avec restriction lorsqu'il n'a pas signé? Il a jusqu'à quelle date pour signer? Comment ça fonctionne exactement? Parce qu'il a rejeté l'offre qualificative de son équipe, mais les droits sont toujours du côté de Columbus. Oui, exactement. Donc, les Blue Jackets devaient lui offrir un certain montant, c'est-à-dire on fait une offre qualificative qui, si je ne me trompe pas, est 10 % environ du salaire que le joueur faisait précédemment. Donc, à partir de là, bon, le joueur a la chance, peut l'accepter ou peut la refuser, demander plus d'argent, ce que Bernier a fait. Bon, il était au camp. Donc, dès le départ, lorsqu'on est au camp, souvent, c'est une question de temps avant de s'entendre. Peut-être une question de contrat, du nombre de contrats aussi. Là, je ne sais pas, on a combien de joueurs sous contrat chez les Blue Jackets. Là, on a droit à un maximum de 50, puis je pense qu'on est à 48 ou 49. Donc, il faudra voir. Il y aura peut-être des mouvements de personnel qui vont se faire, qui expliquent. Parce que quand un joueur est au camp d'entraînement, habituellement, c'est que, moi, je dirais bien, on n'est pas en grand conflit. On s'entend, là, on invite le joueur se présente, donc souvent, là, ça devrait se régler rapidement. Mais bon, à partir de là, Bernier, il a jusqu'au 1er décembre pour signer un contrat avec les Blue Jackets qui détiennent ses droits. Lorsque tu fais une offre qualificative à un joueur, il est automatiquement, tu gardes ses droits. Donc voilà, tu gardes ses droits. Lui, il ne peut pas aller jouer dans une autre équipe de la NHL. Il pourrait aller, par contre, aller jouer en Europe ou partout ailleurs, mais il ne peut pas jouer dans la NHL. Et comme je disais, on a jusqu'au 1er décembre pour s'entendre avec lui. Après ça, ben, il ne peut plus jouer en séries éliminatoires, mais on peut quand même le signer sous contrat. Mais comme je dis, c'est pas, je veux dire, Tim Berni ne va pas demander, ciel et mer, va pas demander la lune là, pour s'entendre avec les Blue Jackets. Donc, moi, je m'attends à ce que ça se règle quand même assez rapidement, à moins qu'on décide que, bon, c'est une audition qu'on lui a donnée, et si on n'est pas satisfait de lui au camp d'entraînement, ben finalement, merci, bonsoir, et on lui offre tout simplement pas de contrat. Et là, à partir de là, ben, pour aller jouer en Europe. Oui, parce que, bon, selon ce qui a fuité, à voir si les chiffres sont exacts, il aurait refusé un contrat d'une saison à 2 volets avec une réduction de 50 000 dollars US, donc sur le contrat qu'il avait précédemment. Donc, voulait probablement soit une légère hausse salariale ou le même salaire, là, mais... C'est ça, aurait peut-être dû accepter l'offre qualificative, finalement. Oui, exact. On va maintenant passer à un tout nouveau segment qu'on a qui s'appelle Head-to-Head, face à face. Donc, ce sera des affirmations et on débattra si on est d'accord ou non des affirmations que je te donnerai. Head-to-head, donc, avec Nicolas Ducharme. Nicolas, je viens de te l'expliquer. Je te lance une affirmation. Tu me dis si tu es d'accord ou non avec l'affirmation. Tu me donnes ton avis et ensuite, on en discute. Je te donne mon avis également. Et on commence fort parce que j'ai pris des sujets d'actualité qui se sont déroulés pendant l'été, mais dont on n'a pas eu la chance de parler, évidemment, parce qu'on était en vacances du côté d'Overtime NHL. Et tout d'abord, on y va avec le contrat d'Auston Matthews. Selon toi, est-ce qu'Auston Matthews mérite pour la saison 2024-2025 d'être le joueur le mieux payé de la NHL? Rappelons qu'il a signé un contrat de 13,5 millions par année là, sur un contrat de 4 ans, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Et 11. Non, mais il est 11 points. Non, excuse-moi, tu as raison. 13,250 millions. Je regardais son contrat actuel. Bon. Mais c'est bon que je regarde son contrat actuel parce que, je veux dire, faut partir de cette base-là. Auston Matthews est un meilleur joueur actuellement qu'il l'était lorsqu'il a signé son précédent contrat. Donc, on ne peut pas logiquement accepter une entente similaire. Donc, est-ce qu'il mérite d'être le joueur le plus payé? Oui, oui, je pense que c'est logique dans l'optique des choses parce que quand on regarde, bon, quand Connor McDavid, parce que c'est tout le temps le référent, là, lorsque Connor McDavid a signé son contrat, c'était, je te donne ça dans quelques instants, c'était en 2018-2019, puis il avait signé pour 12,5 millions. Ça fait longtemps, 2018-2019, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu une certaine pandémie, je pense, puis un gel de plafond il y a salarial. La pandémie, c'est ça qui a gelé le plafond salarial, mais là, le plafond salarial va repartir à la hausse. Donc, son entente, Auston Matthews, n'oubliez pas, elle entre en vigueur l'année prochaine. Donc, c'est selon le plafond qu'on va avoir l'année prochaine. Ce plafond-là devrait monter de 3 à 4 millions. Donc, il faut tout prendre ça en considération que c'est un contrat selon les salaires qui vont être en vigueur en 2024-2025. Donc, est-ce qu'Auston Matthews, l'année dernière, c'était une saison un peu décevante? Oui. La précédente était vraiment, vraiment bonne. Donc, tu sais, il en est là. Je pense que c'est le prix approprié pour Auston Matthews. Sinon, écoute, on aurait pu aller ailleurs, de toute façon. Là, sinon, là, donc, c'est pas... tu sais, il n'a pas signé à rabais, mais il n'a pas non plus été trop dur, si je puis dire, en négociation avec les Maple Leafs. Honnêtement, je vais mettre de l'eau dans mon vin parce que je trouve que tu as de très bons arguments. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, moi, l'affirmation, j'aurais dit non pour une seule et unique raison. Lorsque Nathan MacKinnon a signé son nouveau contrat pour devenir le joueur le mieux payé de la NHL, il venait de remporter une Coupe Stanley. Avant ça, il avait décidé de réduire un peu son salaire pour permettre à son directeur général d'avoir une marge de manœuvre pour bien l'entourer. Je trouve qu'Auston Matthews, avec ce qu'il a, il a fait beaucoup pour les Maple Leafs de Toronto. Il a réussi beaucoup. Évidemment, il a montré tout son talent offensif. Mais je trouve quand même que pour un joueur comme ça, de vouloir devenir le joueur le mieux payé, il le mérite, oui, jusqu'à un certain point. Mais je trouve quand même qu'il a mis peut-être il a contraint son directeur général à devoir manœuvrer sous le plafond d'une façon qui aidera peut-être pas l'équipe à long terme. Et c'est là où je trouve que Auston Matthews, selon ses statistiques et ses performances en saison régulière, mérite d'être le joueur le mieux payé pour toutes les raisons que tu as évoquées un peu plus tôt. Mais je trouve un petit peu que c'est un geste égoïste pour un joueur qui devrait être un leader pour les Maple Leafs de Toronto parce que Et je comprends que c'est une PME. Hein. Les joueurs de NHL sont des petites PME. Tu dois aller chercher le maximum que tu peux aller chercher. D'ailleurs, c'est pourquoi il a signé un contrat à court terme, parce qu'il sait très bien que le plafond salarial ne fera que monter. Et il arrivera dans ses meilleures années pour signer un autre plus gros contrat de peut-être 15 millions dans 4 ans. Mais je trouve qu'il a encore à prouver en play-off. Il a encore à prouver pour être un leader de cette équipe-là. Et là, son contrat n'aidera pas la signature de William Nylander, n'aidera pas la négociation avec Mitch Marner, parce que Mitch Marner va se baser sur le contrat d'Auston Matthews pour sa renégociation de contrat. Donc, je trouve quand même qu'il y a un aspect un peu... J'aime pas utiliser le mot égoïste, mais presque ça, pour un joueur qui va... Bon, c'est peut-être sur 4 ans, c'est peut-être qu'il va toucher 6 millions de plus que prévu. Mais ce 6 millions-là aurait peut-être permis d'avoir une bague au doigt, une bague de la Coupe Stanley. Et je trouve que c'est un geste qui ne montre pas un très, très grand leadership comme l'avait fait Sidney Crosby, comme l'avait fait Nathan MacKinnon auparavant. 2 joueurs qui ont des bagues de la Coupe Stanley. Mais personne ne dit ça à propos de Connor McDavid. Tu es d'accord avec moi? Personne ne dit ça à propos de Leon Draisaitl. Leon Draisaitl a un contrat vraiment pas cher pour ce qu'il donne en ce moment. Parce que lui, c'est un bon contrat. Il avait signé très, très tôt un contrat, si je ne me trompe pas, à 8,5 millions, quelque chose comme ça. En 2017-2018, à 8,5 millions, devait être dans les joueurs les plus payés de la NHL. Là. Oui, mais Connor McDavid, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, signe à beaucoup plus haut. Mais est-ce que Connor McDavid est le meilleur joueur de la Ligue nationale? Oui, mais je maintiens quand même que, parce qu'on parlait de McKinnon, là, mais je veux dire, Auston Matthews a gagné le trophée Hart. Donc, joueur le plus utile dans la NHL. Nathan MacKinnon n'a pas gagné ce titre-là. Nathan MacKinnon est un joueur qui, je dirais, un peu plus fragile aussi qu'Auston Matthews. Mais tu as raison sur
le fait que ça ne va pas aider aux négociations de contrat avec William Nylander, les négociations de contrat avec Mitch Marner. On espère à Toronto, on doit vraiment espérer que le plafond va beaucoup augmenter, mais au final, je peux pas reprocher à un joueur de vouloir te payer ce qu'il vaut. Je peux pas. Donc, est-ce qu'au final, il a signé le prix qu'il valait? Oui. Donc, c'est ça ta question? C'était ça ta question? C'est exactement ça ma question. Tu vois, je trouve que ça lance bien ce nouveau segment head-to-head parce que, dernier argument que j'ai, parce qu'on comparait avec McDavid, avec Draisaitl, les deux, quand ils ont signé leur contrat, ont signé des contrats à long terme. Parce que on s'entend que les équipes en ce moment calculent avec une hausse du plafond salarial. Les deux ont signé avant le COVID et allaient devenir des aubaines dans 5 à 6 ans comme Sidney Crosby est en ce moment, parce que Sidney Crosby gagne 8,7 millions. Austin Matthews, en décidant de prendre un contrat à court terme, c'est qu'il ne veut pas être une aubaine dans 6, 7 et 8 ans. Il veut être le mieux payé dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, tout comme l'année prochaine. Voilà. C'est mon dernier argument que j'ai, mais il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je trouve hyper intéressant cet échange quand même. Il vaut ce qu'il vaut, puis il va être payé ce qu'il vaut, tout simplement. Deuxième affirmation, Nicolas. On a tous suivi, évidemment, la plus grosse transaction de l'été. Le plus gros échange de l'été, c'est Erik Karlsson du côté des Penguins de Pittsburgh. Et ma question, elle est bien simple. Est-ce qu'avec Erik Karlsson, les Penguins de Pittsburgh redeviennent une équipe aspirante à la Coupe Stanley? C'est fou comment les choses vont rapidement, hein, Jonathan, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques... On parlait de reconstruction? Je faisais mes prédictions là, pour le magazine où j'écris, là, mais les Penguins, je les avais hors des séries. Soudainement, Erik Karlsson arrive et là, tout est changé, tout le monde est optimiste, mais le problème à Pittsburgh, tu as bien beau amener Erik Karlsson, reste que cette équipe-là a aucune profondeur. On a 2 trios, c'est tout. Derrière, c'est, je vais être méchant, c'est le désert. C'est vraiment le désert en matière de profondeur. On va avoir l'Arcelor sur le 3e trio. Il y a longtemps que l'Arcelor n'est plus un joueur de 3e trio. Regardez l'année dernière avec l'Avalanche, ça, c'est un joueur de 4e trio. Donc, et le hockey est un sport de profondeur. C'est un sport qu'il faut que tu ailles au moins 3 trios qui font le travail. Parce que, oui, c'est pas facile de surveiller Sidney Crosby, c'est pas facile de surveiller Evgeny Malkin, mais si tu es en mesure de le faire, ben tu vas avoir du succès contre les Penguins parce qu'ils n'ont pas cette profondeur-là. Bon, Erik Karlsson arrive là, ça change complètement la donne. Une chose est sûre, il ne pourra pas jouer comme il le faisait à San Jose. Oh, qu'il ne pourra pas jouer comme il le faisait à San Jose, parce qu'à San Jose, ce qu'on disait, c'est attaque, là, parce que de toute façon, on n'a personne pour aller marquer des buts. Puis on a reproché à l'année dernière son différentiel plus et moins là, à Erik Karlsson, mais il reste que au final, si lui n'allait pas marquer des buts, ça n'appuyait pas l'attaque, ben, il n'y avait rien qui se passait à San Jose, puis on aurait perdu le match de toute façon. Donc, cette fameuse saison-là fait quoi? A fait 101 points, si je ne me trompe pas, là, Erik Karlsson? Là? Exactement, donc 101 points. Il ne fera pas ça. Je te préviens tout de suite, il ne fera pas ça à Pittsburgh. En plus, il y a Chris Letang qui est là. Donc, attendez-vous à ce que Chris Letang ait des responsabilités un petit peu plus défensives. Mais bon, est-ce que les Penguins sont de retour dans la course aux séries éliminatoires? Oui. Mais vraiment, là, on va être vraiment là, à la limite. Là. Je pense pas que ça fait des Penguins une équipe assurée d'être en séries éliminatoires. On va vraiment être à la limite. Mais on va être dans la course au moins, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Ben, ce qui n'a pas été le cas, c'est pas vrai. On est vraiment... on a raté les séries éliminatoires parce qu'on a perdu notre dernier match contre les Blackhawks de Chicago, qui était une des pires équipes de la Ligue. Là. Donc, on n'était pas loin. Mais je m'attends à ce qu'on soit peut-être... Oui, dans cette optique-là, oui, les Penguins sont une équipe de séries éliminatoires. Pour participer aux playoffs, ils vont être dans la course jusqu'à la toute fin. Ça, j'en suis convaincu. Peut-être même qu'ils réussiront à se qualifier pour les playoffs. Mais la question est, est-ce qu'ils redeviennent une équipe aspirante à la Coupe Stanley? Évidemment, on peut sortir le cliché, tout peut arriver une fois que tu es rentré en playoffs. Les Panthers en sont la preuve avec la saison dernière. Mais je pense pas que c'est une équipe aspirante à la Coupe Stanley avec Erik Karlsson. Et tu l'as dit, Chris Letang. Chris Letang est là. Et ce qui marchait pas avant que Brent Burns quitte San Jose, c'est que les 2 défenseurs voulaient le même rôle à San Jose. Brent Burns et Erik Karlsson, ils ne s'entendaient pas parce que les 2 voulaient plus de temps en powerplay. Les 2 voulaient le même jeu. Ils se disputaient le même temps de glace, ce qui faisait 2 malheureux dans la même équipe. On a sorti Brent Burns du côté des Sharks de San Jose. Il était plus facile à bouger qu'Erik Karlsson dû à son contrat et à son âge. Mais Erik Karlsson va arriver dans le terrain de jeu de Chris Letang.
Chris Letang est avec les Penguins de Pittsburgh depuis l'ère Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de tasser Chris Letang du premier power play, de tasser Chris Letang de la première paire de défense à 5 contre 5 pour mettre un Erik Karlsson? Est-ce que ça va faire des flamèches? Est-ce que ça va faire des mécontents dans le vestiaire? Moi, c'est la grande question que je me pose. Et l'autre question que je me pose, on va plus loin. Vas-y. Juste intervenir. Moi, je pense que oui. Parce que on le sait, à Pittsburgh, on fonctionne vraiment avec le groupe des 3 leaders, Chris Letang, Evgeny Malkin, Sidney Crosby. Et je suis certain qu'on a consulté Chris Letang avant d'aller chercher Erik Karlsson. On lui a parlé parce que justement, la situation que tu viens de décrire. Et je pense que Chris Letang est un défenseur peut-être plus... Tu sais, comprend, là, comme on dit, le big picture. Tu comprends? Moins selfish, qu'un Brent Burns et qu'un Erik Karlsson. Je veux pas dire que Brent Burns est là mais est selfish, mais Brent Burns et Erik Karlsson, c'était 2 défenseurs extrêmement similaires. Chris Letang, je pense, est capable de prendre beaucoup plus de missions défensives, d'avoir un rôle plus général, de jouer beaucoup. Il jouera plus à 5 contre 5, donc c'est là. Mais là, présentement, là, on les utilise les deux sur la même unité de power play. Mais je pense que quand Jake Guentzel va revenir au jeu, moi, je verrais le temps, parce qu'à un moment donné, ça te prend un certain équilibre là, au niveau de tes unités de tes unités spéciales. Donc, je pense que le temps va aller sur la deuxième unité. J'ose espérer qu'on s'en est parlé. Si on s'en est pas parlé, effectivement, là, ça va peut-être un peu plus graffiner, mais je suis moins inquiet. Je pense que pour justement le big picture, pour l'idée qu'on va chercher le gagnant du trophée Norris, le défenseur qui vient de faire le plus de points depuis 30 ans dans la NHL, tu dois te voir le positif. Là. Puis c'est ça qu'on avait fait chez les Penguins lorsqu'on a accepté nos nouveaux contrats. Là. L'année dernière, Malkin et Letang ont accepté des prolongations de contrat. Ben, c'est dans l'optique de rester parmi les équipes qui peuvent viser la Coupe Stanley. Et aller chercher Erik Karlsson, ça te fait faire un pas en ce sens-là. Donc, c'est pas le temps, comme on dit ici, c'est pas le temps de faire la baboune. Là. Troisième affirmation, Nicolas, et elle nous touche particulièrement ici en Suisse. Ça concerne David Reinbarer. On préenregistre cette émission, on est lundi. Donc, nous, ici en Suisse, on sait depuis hier matin, donc samedi soir au Québec, que David Reinbarer va prendre la direction de Clutton. On le savait déjà, soyons honnêtes, depuis le tournoi de golf. On a été assez transparent sur le sujet du côté de la direction du Canadien de Montréal, comme quoi le plan était de renvoyer Reinbarer du côté de Clutton. Et mon affirmation, j'ai hâte de voir si tu es d'accord ou non avec celle-là. Le Canadien de Montréal a pris la meilleure décision pour le développement de Reinbarer en le renvoyant en Suisse. Qu'en penses-tu? Absolument, absolument. Vous avez de votre côté la National League qui est une bonne ligue, qui est une ligue qui gagne de plus en plus en crédibilité du côté de l'Amérique du Nord. On aurait pu, si on avait gardé Reinbarer à Montréal, on a déjà plusieurs défenseurs à développer du côté des Canadiens. Donc, est-ce qu'on aurait pu lui donner les minutes de jeu qu'on se doit de lui donner? J'en doute fortement. Est-ce qu'il y aurait eu possibilité de l'envoyer avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine? Possiblement, mais encore là, la Ligue américaine, c'est pas une ligue qui est meilleure que la National League de votre côté. Donc, est-ce qu'on aurait gagné? Peut-être pas. Et là aussi, on a des joueurs à développer. Il y a quelques joueurs chez les Canadiens. Aussi, on est en reconstruction. Là, on a vraiment un paquet d'espoir. Donc, non, super bonne décision. Puis, de toute façon, je veux dire, Reinbarer, qu'est-ce qui a fait son succès? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été drafté aussitôt l'année dernière? Ou cet été, je dire, c'est son jeu l'année dernière. Il a impressionné. Il jouait à Clutton. Bon, là, tu sais plus que moi, mais Clutton n'est pas une puissance. Là, donc, ce qu'il a été capable de faire là-bas, c'était vraiment impressionnant. Devrait logiquement continuer dans cette vague-là. Et on joue un match du côté de la Suisse, donc plus de temps pour le gym, plus de temps pour vraiment développer l'extérieur, pas seulement ce qui se passe sur la patinoire, mais ce qui se passe au gymnase. Donc non, bonne décision. J'espère justement que ça va vraiment se poursuivre là, de son côté. Parce que, comme on dit, Clutton n'est pas un gros programme de ce que j'en comprends. Là, donc, au niveau de développement, il va falloir qu'il y mette du sien. Il va vraiment falloir qu'il écoute les conseils des Canadiens pour vraiment là, devenir le joueur qu'on souhaite qu'il devienne chez Tricolore.
J'ai exactement le même avis que toi sur la question, Nick. Je pense que c'est la meilleure. On ne chicanera pas beaucoup, Jonathan, pas beaucoup. Mais même si on chicane au cours de la saison, notre amitié est beaucoup plus forte. Elle va rester, je vous rassure, à la maison. Mais, je vais retourner en Suisse un jour. Là. Mais non, je suis parfaitement d'accord. Ryan Barrère, c'était la meilleure décision. Et je vais encore plus loin que ça. C'est une mauvaise équipe, Cloton. Je dis mauvaise, évidemment. Le championnat est tellement serré en Suisse qu'il pourrait très bien être des play-in. Mais reste que Ryan Barrère débarque à Cloton en étant premier défenseur de cette équipe, en ayant le rôle de leader sur le power play. Donc, il va avoir de grosses minutes qu'il n'aura pas à se battre pour. On va tout de suite lui donner ces minutes-là parce qu'il les mérite, parce qu'il a prouvé l'an passé qu'il était à la hauteur de ces minutes-là. Et je vais encore plus loin que ça. Si Cloton fait les play-ins, sont éliminés, ou si Cloton finisse 11 ou 12e et que la saison se termine, ça veut dire que dès le début mars, Ryan Barrère peut retourner en Amérique du Nord. Et là, terminer la saison en Amérique du Nord en s'adaptant aux petites patinoires, peut-être en participant au play-off avec le Rocket de Laval en AHL, peut-être en ayant quelques matchs de NHL. Donc, tout est ouvert pour lui cette saison. Mais quelle bonne décision, je trouve, de ne pas presser un jeune à se battre pour des responsabilités en NHL et tout simplement l'enlever des projecteurs, lui donner le maximum qu'il peut prendre du côté de l'Europe. Et on l'a vu dans ces 2 matchs pré-saison. Même si ce n'était pas contre des machines offensives, parce qu'on s'entend que les 2 équipes qu'il a affrontées, là, c'était Toronto et New Jersey, même si ce n'était pas les équipes, les mineshaft, là, on n'avait pas amené vraiment les grosses équipes de chaque côté. Son calme légendaire, même s'il a 18 ans, il est d'un calme étonnant. Ses responsabilités, sa prise de décision, tout ce qui fait ses forces, on les a vues. La petite patinoire, ce sera une question d'adaptation qui devrait aller plutôt bien dans son cas. Oui, et je vais juste, par contre, je suis pas certain qu'on va l'amener en fin de saison. Et ça, pourquoi? C'est que là, je ne suis pas au courant de tous les petits caractères, comme on dit, mais je crois que tu dois être dans la HL au moment de la date limite des transactions de la NHL pour pouvoir jouer en playoffs. Ouais. Donc, est-ce qu'on amènerait Ryan Barrère en Amérique du Nord pour jouer quelques matchs en fin de saison et brûler une année de contrat? Je ne suis pas certain. Moi, je pense vraiment qu'on y va pour une année complète en Suisse et on se revoit l'année prochaine au camp d'entraînement. Mais bon, peu importe, là, si c'est le cas, il est au bon endroit. Ouais, et si c'est le cas, il va jouer au championnat du monde avec l'Autriche en espérant qu'il ne se blesse pas cette fois-ci. Et il aura un long été pour s'entraîner, pour prendre la masse musculaire, pour se préparer à cette première saison en Amérique du Nord, qui devrait venir beaucoup plus rapidement du côté de Ryan Barrère que pour certains autres prospects de la NHL. On aura la chance d'en reparler, évidemment, de Ryan Barrère tout au long de la saison. Il a laissé une bonne carte de visite au camp d'entraînement des Canadiens. Là. Il y a eu beaucoup de gens qui doutaient de la sélection. Là. Bon, soyons francs, Ryan Barrère n'était pas sur les radars comme les Connor Bedard ou peu importe, Adam Fantilli ou nommez-les, qui étaient sur le radar des équipes. Donc, il y avait quelques doutes, mais il a laissé une très bonne carte de visite. Donc, ce n'est que du positif pour Ryan Barrère. Et je terminerai comme ça pour le cas Ryan Barrère. Ça va laisser 1 an aux journalistes en Amérique du Nord pour apprendre à dire son nom. Honnêtement, il s'est fait poser la question et sa réponse a été assez claire. Il a dit « Appelez-moi Ryan Barrère ». Puis là, on lui a demandé « Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se prononce ?» Sa réponse « Vous n'êtes pas capable de prononcer Ryan Barrère comme il faut, donc dites Ryan Barrère parce que ici, là, je suis le seul. Soyons francs, là, je suis à peu près le seul qui le prononce à la Suisse, à la Autrichienne. Donc, honnêtement, c'est très drôle, ce petit clip. Si vous êtes capable d'aller voir, je sais qu'RDS est l'un des médias qui a mis ce petit extrait. TVA Sport aussi. TVA Sport également, qui ont mis cet extrait sur les réseaux sociaux. Allez le voir, c'est vraiment très drôle. Il a de la répartie avec les journalistes. Ce petit 30 secondes est un petit bijou, c'est vraiment très drôle. Dernière affirmation, Nicolas, avant de te quitter pour ce premier Overtime NHL. Évidemment, ça fait beaucoup parler. La meilleure équipe de la Ligue nationale dans l'histoire des meilleures saisons régulières, les Boston Bruins, les Bruins de Boston, qui ont vu quitter à la retraite leurs 2 premiers joueurs de centre, Patrice Bergeron et David Krejci. C'est la fin d'une ère du côté de Bergeron. Après l'ère du côté des Bruins de Boston, après l'ère Chara, il y a eu l'ère Bergeron qui est maintenant terminée. Et mon affirmation, qui est... J'ai hâte de voir ton avis. Les Bruins peuvent rester au sommet de la LNH sans Bergeron et Krejci. Est-ce que tu es d'accord ou non? Absolument pas.
On est encore Nick, on est encore d'accord là-dessus. Là, ça va pas. Je sais bien. On a été élevés à la même place, comme on dit. mais non, tu l'as dit, c'est la fin d'une ère. C'est là, c'est en l'espace de quelques années, on perd le leadership de Zdeno Chara, on perd le leadership de Patrice Bergeron, le leadership de David Krejci, les habiletés des trois. Je vois pas ça. Je pense pas que Pavel Zacha, Charlie Cole, qui vont être appelés à prendre la relève sur les deux premiers trios, sont des centres de premier trio. À la limite des centres des joueurs de centre de deuxième trio, mais encore là, ça laisse, si on regarde la ligne de centre des Bruins présentement, c'est une des plus faibles à mon avis de la NHL, donc oui, il reste David Pasternak, oui, il reste Brad Marchand. Marchand, par contre, va ralentir probablement, gagne en âge, il est le nouveau capitaine, donc de grosses épaulettes à enfiler, pourrais-je dire, de grands patins à lasser, et oui, il reste Charlie McAvoy, mais somme toute, on va tomber de très haut du côté des Bruins. Et l'an passé, personne ne voyait cette saison-là arriver chez les Bruins, saison record des victoires. Et là, cette année, je pense qu'on va rater les playoffs. Donc, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Mais c'est une équipe qui était vieillissante. Moi, je m'attendais à les voir casser et rater les playoffs l'année dernière. J'étais vraiment dans le champ, comme on dit. Mais cette année, je vois juste pas comment cette équipe-là peut se maintenir avec l'effectif qu'on a présentement, là. Ça reste que... Surtout au centre. C'est crucial, la ligne de centre. Et on n'est pas là. On n'est pas là chez les Bruins. Je viens de le dire, il y a tellement eu de succès au cours des années avec Marchand, Bergeron et Pasternak, même si la saison dernière, ils ne jouaient pas toujours ensemble. Non. Je pense qu'ils ont même été séparés la plus grande partie de la majeure saison. Du temps, ouais. Mais reste quand même que l'identité des Bruins était surtout autour de ces trois gars-là, parce que Krejci faisait un retour, lui qui était resté en Europe une saison. Je pense que c'est difficile de se remettre de deux départs aussi importants. Et comme tu l'as dit, la ligne de centre, on parle toujours d'un premier défenseur et d'une ligne de centre avec beaucoup de talent pour une équipe qui a du succès dans la Ligue nationale de hockey. Et là, clairement, c'est ce qui va faire défaut du côté des Bruins de Boston. Est-ce que les deux gardiens peuvent rééditer leurs exploits de la saison dernière? Ça va être compliqué. Les deux ont une bonne saison, une grande saison à leur actif, on va le dire comme ça. Donc, je trouve que c'est beaucoup de pression sur les épaules d'une équipe qui, là, vient de perdre son plus grand pilier, probablement l'un des plus grands piliers de son histoire, en Patrice Bergeron, parce que même durant l'ère du Zdeno Chara, Patrice Bergeron avait un A sur le maillot, mais c'était presque un capitaine déjà pour cette équipe-là. Donc, une lourde perte pour les Bruins de Boston. Mais les deux, on est d'avis qu'ils ne réussiront pas à rééditer leurs exploits. Moi aussi, je les vois à l'extérieur des playoffs. Encore là, division Atlantique hyper forte. Je pense que ça va être compliqué pour les Bruins de s'illustrer cette saison. Nicolas? Vas-y. Compliqué. À part les Canadiens de Montréal, tout le monde peut être des playoffs dans l'Atlantique. Donc, la lutte va être serrée. Ouais, et ça termine très bien notre segment Head-to-Head. Et Nicolas, je te salue. Je te remercie d'avoir été de notre premier épisode de la saison 3 d'Overtime NHL. Et je rappelle à tous nos auditeurs, évidemment, qu'on peut t'entendre sur le balado, sur le podcast La Tasse de Café LNH, disponible sur toutes les plateformes numériques, qu'on peut te lire évidemment régulièrement en compagnie de tes collègues de lnh.com sur le site officiel de la Ligue nationale de hockey. Et Nick, on aura la chance de se revoir un peu plus tard dans la saison. C'est toujours un plaisir, Jonathan. Merci beaucoup. Ciao. Salut. C'est ce qui met fin au tout premier épisode de la saison 3 d'Overtime NHL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'en profite également pour vous inviter à nous poser vos différentes questions, que ce soit en commentaire des publications d'Overtime NHL ou en message privé tout au long de la saison. On répondra à ces questions avec nos différents invités. Overtime NHL, c'est sur les plateformes numériques le jeudi à midi et en rediffusion sur MySports 1 dès 20h. C'est le nouveau rendez-vous Overtime NHL. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi, MySports, c'est le hockey.